tu finisses ton verre. Je te laisse la bière ou... Non, c'est gentil, mais je crois qu'il faut que tu finisses, c'est la moindre des choses. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est pas tout ça, mais il faut aussi, une fois que qu'on a fait des produits plus respectueux, plus responsables, il faut quand même les vendre. Or, il semble, d'après vous, que le marketing et développement durable, c'est incompatible, c'est assez incompatible. Pourquoi ? Alors, c'est une question très importante qui nous innerve un tout petit peu, nous, chercheurs en marketing. Et c'est vrai qu'on part de l'opinion du grand public, des idées aussi que je constate parfois même auprès de nos étudiants. On pense que le marketing est plutôt centré sur le court terme. Il a pour obsession surtout de vendre plus, de la façon la plus rentable possible. Et du coup, on associe le marketing assez souvent à la surconsommation, au gaspillage des ressources. Aussi le fait que le marketing tente dans l'esprit de plusieurs de répondre à des besoins éphémères. Donc on s'éloigne un peu de la notion de besoin réel et qu'est-ce qu'un vrai besoin chez le consommateur. Et donc, au final, effectivement, on remarque que, partant de ces constats-là et de ces opinions, que le marketing peut être perçu comme étant éloigné du développement durable, qui, lui, est plutôt associé à une question de responsabilité. Et puis voilà, j'insiste sur cette idée de confusion, peut-être, on confond peut-être parfois les pratiques de marketeurs sur le terrain, des individus, après tout, comme tout manager, qui peuvent être responsables ou non, avec le domaine, la discipline scientifique qui est le marketing. Plus loin, je pense que nous, en tant que chercheurs, et puis on est un collectif, on travaillons vraiment sur ces questions-là, je pense qu'aujourd'hui, si on veut aller plus loin dans l'accélération de la transformation sociétale, pour revenir à l'intitulé de votre session, il ne faut plus s'arrêter à cette question de compatibilité ou incompatibilité. À la limite, il peut même aider le marketing à accélérer. Tout à fait. Nous, ce qu'on montre, et la chose sur laquelle on travaille, c'est que les deux domaines peuvent très bien s'entremêler pour servir un but commun, qui est celui d'encourager les pratiques et comportements responsables. Et il faut rappeler que le marketing, quand même, occupe une place très privilégiée. La fonction effectivement d'interface entre l'offre et la demande, et donc de par ces outils, ces principes, il peut très bien influencer les marchés. Et donc notre but, c'est comment utiliser ces outils-là pour aller plus vers la durabilité. Alors cela dit, il y a encore du travail, parce que on voit que vous êtes spécialiste de la mode éthique, et question éthique, il y a encore du boulot, compte tenu que les Françaises achètent en moyenne 30 kilos de vêtements et accessoires par an, ce qui fait quand même beaucoup, et pire, que le nombre de fois où chaque pièce est utilisée a diminué d'un tiers en 15 ans. Et vous-même, il y a 4 ans, dans une tribune dans le monde, vous pointiez déjà du doigt ces comportements. Alors c'est un grand sujet, la mode éthique, et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train de se faire pour évoluer peu à peu et passer de ce qu'on appelle la fast fashion vers une mode plus responsable, plus lente, qui est la slow fashion. Alors, nous avons fait différentes recherches sur le sujet par rapport à l'évolution, comment les choses effectivement évoluent, notamment côté comportement du consommateur. Alors, je prendrai peut-être 2 éléments. D'abord, le marché d'occasion. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de consommateurs qui s'orientent vers l'achat de vêtements d'occasion, notamment les plus jeunes. On a noté, je pense tout à l'heure, la question générationnelle qui est très importante. Alors, je pense qu'il ne faut pas être naïf et courir à la conclusion ou à un constat très rapide qu'effectivement cela peut aboutir à réduire l'impact écologique de ce secteur qui est le vêtement, réduire le gaspillage alimentaire. Parce que on se rend compte que ce qu'on appelle un effet rebond peut avoir lieu. Ça veut dire que peut-être les gens qui achètent de l'occasion culpabilisent moins en se disant qu'après tout, ce sont des vêtements utilisés, donc moindre effet, moindre impact carbone sur la planète, et du coup on va se mettre à acheter sans compter. Et donc on se retrouve pas forcément dans une logique de durabilité, c'est-à-dire acheter d'une façon raisonnée, réduire la consommation, mais plutôt acheter
continuer à acheter trop, quoi. Et ça, c'est très important. C'est vraiment, je pense, si on veut vraiment évaluer l'impact environnemental, social de cette industrie-là, y compris le marché de la seconde main, il faut prendre en compte l'ensemble de ces éléments. Un deuxième élément qui me paraît fondamental, c'est que les applications, les acteurs du marché de l'occasion qui se sont emparés finalement de cette opportunité de marché ont reproduit des codes classiques incitant à la surconsommation. Prenez des exemples comme Vinted, par exemple, ou d'autres plateformes qui vont envoyer des notifications pour alerter les consommateurs, des nouveautés, etc. et donc inciter à acheter. Et donc, on n'a pas finalement bouleversé, revu en profondeur, effectivement, ces logiques marketing et on est plus sur des logiques classiques qui continuent à inciter à acheter. Un autre élément important, la question du transport. Là aussi, et d'ailleurs c'est assez peut-être intéressant de remarquer que certaines plateformes du marché d'occasion interdisent quasiment la possibilité d'échanger directement, donc d'un échange direct entre l'acheteur et le vendeur. C'est-à-dire même si vous vous trouvez effectivement dans le même quartier quasiment... oui, parce que c'est pas leur intérêt globalement. Voilà, tout à fait. Et donc il y a cette question aussi d'impact CO2 lié au transport qui n'est pas du tout prise en compte. Alors juste, je finis avec un point. Nous, on a fait un travail, une grosse étude sur le cas Vinted. Alors, il y a deux éléments importants que je peux souligner. D'abord, la question du transport et son impact carbone ne semble pas être un élément important pour les consommateurs par rapport à la question d'évolution éventuelle que vous m'interrogez là-dessus. Donc, on n'a pas vu que les consommateurs étaient sensibles à cette question-là. Deuxième élément important, ce qu'on a montré, c'est vraiment un effet entre les messages des plateformes qui incitent à vendre déjà vos propres vêtements sur ces espaces. En fait, les gens qui vendent leurs vêtements, ils dégagent un peu d'argent pour acheter d'autres vêtements d'occasion et éventuellement des vêtements neufs. Donc quand on regarde le bilan, on n'est pas forcément dans une logique de vendre pour libérer un peu de place dans sa garde-robe. Alors comment est-ce qu'il faut faire pour montrer aux consommateurs le bon... voilà, je veux dire, pour les orienter, disons, vers des comportements peut-être plus responsables. Alors, le rôle du marketing est crucial, effectivement, ça touche différents volets. Je vais peut-être m'arrêter sur l'accompagnement du consommateur. Le marketing s'intéresse beaucoup au comportement des consommateurs. Il a cette possibilité d'offrir des solutions et peut-être une compréhension poussée des sources de valorisation de la consommation durable. Mais en plus, il a la possibilité d'aider à explorer les freins à la consommation écologique. Et c'est ça qui est intéressant, parce que je pense que si on veut aller plus loin dans l'accélération de la transformation sociétale, il faut d'abord identifier les freins et effectivement y remédier. Et en l'occurrence, les freins, c'est voilà. quoi ? Donc il y a un travail d'accompagnement du consommateur qui est important. Je peux prendre un exemple tout simple. Patagonia, avec son programme autour de la réparation des vêtements. Donc il y a effectivement des tutoriels qui sont présentés aux consommateurs, qui permettent de les aider dans cette logique d'allongement du cycle de vie du produit, parce que c'est ça aussi quand même la finalité. Et puis on a effectivement l'éco-innovation qui a un chantier très important, prometteur. La marque Fourclaz par exemple du groupe Decathlon qui souligne 3 générations d'éco-innovation avec effectivement l'idée de supprimer, substituer notamment des ressources ou des matériaux qui sont impactants, qui ont un impact négatif sur la planète, pour les remplacer avec d'autres matériaux peut-être qui sont moins impactants. D'accord. Donc on est plutôt dans une démarche positive. Peut-être juste un dernier mot à nouveau sur le rôle du marketing, les communications vertes. Ça marche pas ? Alors. Ça devrait marcher. Et c'est là où le marketing offre effectivement des solutions qui devraient être efficaces pour les entreprises. C'est vraiment l'enjeu, c'est un enjeu d'efficacité, de rentabilité pour les organisations. Alors je pense peut-être qu'il y a un risque que les entreprises prennent lorsqu'elles mettent l'accent seulement sur l'argument altruiste, par exemple écologique, soit environnemental ou social. Nous observons qu'un positionnement ou encore une communication axée seulement sur cet argument-là peut être inefficace pour différentes raisons. D'abord, l'attribut écologique, il est intangible.
il renvoie à un futur éloigné de soi. Or, les individus privilégient des bénéfices concrets. Le consommateur, il a besoin à ce qu'on lui dise à quoi ce produit va servir, qu'est-ce qu'il lui offre avant tout pour lui-même. Et puis, il y a ce qui renvoie à une approche qui s'appelle l'heuristique à somme nulle, c'est-à-dire quand vous dites aussi au consommateur que vous proposez un produit efficace sur le plan environnemental et ou social, il peut faire l'hypothèse que cette performance écologique a été faite au détriment d'autres attributs. Et donc, ça peut donner lieu à des appréciations négatives de l'offre écologique. Un autre point, c'est qu'effectivement, en fonction des produits, la durabilité peut être plus ou moins associée d'une façon positive. Des produits de beauté, par exemple, produits pour bébés, s'associent plus facilement avec la durabilité que des produits qui sont plus liés à la performance, par exemple des pneus. Vous dites à des consommateurs que les pneus sont écologiques, il va plutôt les éviter, parce qu'il va penser que cela a été fait au détriment de l'efficacité du produit. Voilà, donc il y a une approche qui s'appelle l'approche de Green Bundle, qui effectivement met en avant l'idée d'une approche globale, l'idée de co-bénéfice. Donc pour que ça soit efficace, une communication autour des offres durables devrait combiner à la fois des bénéfices environnementaux, sociaux, mais aussi des bénéfices individuels. Ben voilà, on sait ce qu'il reste à faire. Il y a du boulot pour les marketeurs, comme ils sont nombreux dans cette salle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous.